des participants d'où ils viennent? Dites-nous dans le chat. Bruxelles, Paris, Charleroi, dites-nous dans le chat de quelle ville vous êtes, s'il vous plaît. Génial. Donc, il y a des gens qui viennent de Bruxelles, de Wavre, de Bruxelles, Eupen, Waterloo, Bruxelles, Namur, Bruxelles, beaucoup de Bruxellois ce soir. Cours Saint-Étienne, bienvenue. Mons, Beyrouth de Tony, bienvenue à toi. Sterbeck de Nathalie, Tournai, Anderlecht, Vernon, Mons, Rode-Saint-Genèse, Bruxelles, Anderlecht, Rode-Saint-Genèse, Valencia, Liège, Bruxelles. Bienvenue à vous tous, bienvenue à cette nouvelle série de webinaires qu'on fait avec mon ami Stéphane, fondateur de DimoStart. Alors, vous étiez nombreux à la première conférence. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé la première conférence où nous avons abordé la partie immobilier, colocation et location saisonnière pour améliorer le rendement locatif. On va vous envoyer le replay. Nous sommes à la deuxième série. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu du financement bancaire. Vous l'avez remarqué peut-être, le prix de l'essence, ça augmente, le diesel, ça augmente, le prix de l'immobilier, ça augmente, le gaz, ça augmente, les matériaux premiers, ça augmente, l'électricité, ça augmente, la rénovation, ça augmente, les biens immobiliers, en général, ça augmente. Vous allez au resto, j'ai vu qu'il y a des augmentations également dans les restos, des prix. Il y a des prix qui ont doublé, voire triplé, mes amis. Est-ce que votre salaire a suivi 2 fois, 3 fois comme ça? Je ne pense pas. Donc, il y a quelque chose de très dangereux qui arrive. On sent quand même qu'il y a ce qu'on appelle une hyperinflation qui va venir. Écoutez bien, une hyperinflation, c'est très dangereux. Seuls ceux qui sont endettés par des millions et des millions et des millions d'euros vont s'en sortir. Parce que je pense que votre salaire n'a pas doublé, votre salaire n'a pas triplé, votre salaire n'a pas pris 20% en plus. Mais les prix sont en train de monter d'une rapidité incroyable. Le financement bancaire. Le financement bancaire, c'est un sujet qui vous plaît. Je vois que vous êtes nombreux là maintenant, tout le monde se connecte. Bienvenue à vous tous. C'est un sujet super important dans la partie investissement immobilier. C'est le tremplin. En fait, c'est le fameux tremplin qui nous permet d'accéder à la liberté financière le plus rapidement possible. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir accès au crédit. Ils passent 10 à 15 ans de travail dur dans leur vie pour arriver à la liberté financière. Alors, ceux qui savent parler avec les banquiers, qui savent avoir des amis banquiers, qui savent avoir des partenaires, que ce soit des courtiers, des banquiers, des partenaires qui leur donnent de l'argent, c'est un excellent moyen d'accélérer le processus vers l'indépendance financière. Donc, vous avez remarqué également que les banques commencent un peu à serrer les robinets, à fermer les robinets. Ça devient de plus en plus difficile d'accéder au crédit immobilier, je vous l'accorde, ça devient, mais ce n'est pas impossible. Seuls ceux qui sont éduqués financièrement vont s'en sortir. Ceux qui ont déjà peut-être démarré avant encore vont avoir accès au crédit facilement, avoir peut-être plus de 100% de crédit. Ne souhaitez pas que la vie soit facile, on l'a dit la dernière fois. Devenez des meilleures personnes, éduquez-vous financièrement et c'est ça vraiment qui va vous sauver avec une crise pareille. Il faut savoir que post-crise, c'est une petite guerre mondiale en fait. C'est la 3e guerre mondiale qu'on subit actuellement. Il faut savoir qu'après une guerre mondiale, toutes les personnes qui sont éduquées financièrement vont s'enrichir très très rapidement et ceux qui travaillent pour de l'argent, pour une fiche de paye, vont vraiment subir la crise par l'après. Bienvenue dans cette présentation sur le financement bancaire avec mon ami Stéphane. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Je vais essayer de voir un petit peu. Donc, voici un peu. La première partie, on va parler de l'argent et le financement bancaire, son importance. La deuxième partie, comment les banques impriment du faux argent, comment vous devez prendre ce faux argent. Vous allez vous endetter de plus pour acheter des vrais actifs qui vont vous permettre d'avoir des revenus passifs.
Troisièmement, on va voir un petit peu quand la banque nous emprunte de l'argent, comment elle va faire des analyses de risque pour vérifier que nous sommes solvables, nous sommes quelqu'un de fiable pour pouvoir nous prêter de l'argent. OK? L'argent, la banque veut nous prêter de l'argent, mais elle veut juste vérifier que nous sommes des personnes de confiance pour pouvoir nous prêter de l'argent et elle veut être sûre que nous allons rembourser cet argent. Nous allons également parler de la partie, c'est ça notre force avec Stéphane. Stéphane, il a fait énormément de financement en privé et peu de financement en société. Moi, j'ai fait énormément de financement en société et peu de financement en privé. Et donc, on est complémentaires. Donc, si vous êtes investisseur plutôt en personne physique, en privé ou en société, on se complète. On pourra vous donner toutes les pépites pour avoir votre truc. On va parcourir très, très rapidement comment encore obtenir des financements au-delà des 100%, même si les banques ont fermé les robinets ou ont serré, je veux dire, les robinets, ça reste quand même valable de pouvoir passer à un financement de 100%. On va parcourir ça un petit peu rapidement. Stéphane, je te passe la parole. C'est Stéphane qui va prendre la première partie aujourd'hui de la présentation. Merci Dani, merci Dani. Bon, eh bien, écoutez, bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, je me présente, hein, c'est quand même bien de savoir avec qui on parle. Donc, je m'appelle Stéphane Dibary, je suis un investisseur immobilier, j'ai 19 entités locatives en Belgique et je suis un spécialiste de la colocation. Moi j'aime beaucoup la colocation et c'est ce qui m'a moi permis, on va dire, de rattraper mon premier investissement immobilier. Parce que j'ai commencé un peu comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens. J'étais tout jeune dans la vie active. J'ai commencé, j'avais mes premiers salaires et j'y pensais pas trop et je pensais juste à m'acheter une maison. Puis je suis tombé sur un immeuble de rapport avec des cotes et j'étais tout fou. Je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'acheter un immeuble où les loyers payaient le prix du crédit et j'avais en plus d'argent en poche. Et donc, je suis parti sans faire attention à trop de choses. À l'époque, on n'avait pas trop Internet, il n'y avait pas l'accès à l'information comme on a aujourd'hui. Et donc, honnêtement, mon premier investissement immobilier, je me suis quand même un peu planté, même si la première année, c'était génial, hein. J'ai fait mon achat, j'ai fait un prêt à 125%, donc la banque m'a tout donné, les frais de notaire, les assurances, tout. Et, euh, et le premier mois après mon prêt, ben, au lieu de voir mon compte en banque qui descendait, je voyais mon compte en banque qui montait. Donc pendant tout un an, mon compte en banque n'a fait que monter après avoir fait mon premier achat, donc c'était génial. Après, j'ai eu quelques problèmes avec l'urbanisme, les permis de location et les règles qui ont changé. C'était en 2014. Et là, j'ai dû perdre une chambre pour faire une cuisine commune. Donc là, la rentabilité, elle a un peu baissé. Ça montait toujours un tout petit peu, mais et j'avais utilisé ce que j'avais gagné sur un an, j'avais remis dans les travaux. Donc, OK, on était à plat. Et après ben, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pris des mauvais locataires. J'ai eu un incendie. J'ai eu les égouts qui ont cassé dans la cave, donc j'ai eu l'inondation des égouts dans la cave. J'ai eu un peu de tout. Voilà. L'avantage, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le tas. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer une société ImmoStart pour accompagner les gens dans l'investissement immobilier. Parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez profiter des erreurs des autres. Donc, mon but, c'est d'un côté d'aider les gens à investir en sécurité sans faire d'erreur et de partager ouvertement les miennes, hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai 2 vidéos qui ne parlent que de ça, hein, que de bêtises que j'ai faites, mes erreurs dans l'immobilier. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte que, un, ça arrive à tout le monde, il y a toujours moyen de se relever. Et deux, ben voilà, en sachant que ça peut arriver, on fait juste un peu plus attention et j'espère que ça ne vous arrivera pas à vous. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai formé ImmoStart et j'accompagne les gens en investissement locatif. Et j'ai à peu près, bon, en plus des 19 entités locatives, j'ai quand même 14 chambres en colocation, donc à Liège et Charleroi, donc c'est assez sympa. Voilà pour moi. Alors, on va commencer à parler un peu de l'argent. De l'argent et ben, soyons actuels, hein, Covid vient de passer, on est un peu pas encore certain que c'est l'après-Covid ou la fin du Covid, on n'en sait pas trop, mais on se rend quand même bien compte que on commence à vraiment ressentir l'effet du Covid à grande échelle, dans le sens où ben, l'inflation est là. L'inflation est là, et alors pendant le Covid, il y a eu énormément d'épargne. Les gens ont dépensé moins, donc ils ont épargné plus. Et avant de parler d'argent, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est que l'argent. L'argent, en fait, c'est juste
une mesure de valeur. Parce que quand on réfléchit maintenant, l'argent, c'est plus la valeur de l'or comme c'était avant. Avant les devises étaient liées à l'or. Ça fait longtemps que c'est découplé. Donc maintenant, l'argent, c'est juste une mesure de valeur. Comme par exemple, allez, j'ai mon verre d'eau. Voilà. Le litre, c'est une mesure de volume. Le kilo, c'est une mesure de poids. Et voilà. Et l'argent, c'est une mesure de valeur. Le problème avec l'argent, c'est la fameuse inflation. Pourquoi? Parce que regardez, il y a 5 ans, 1 kilo de pain, c'était 1 kilo de pain. Aujourd'hui, 1 kilo de pain, c'est 1 kilo de pain. Il y a 5 ans, le pain, il était peut-être à 1,20 €. Aujourd'hui, la mesure de valeur du pain, le pain, il a la même valeur, hein, il vaut un pain. Mais maintenant, ça s'appelle 1,50 € ou 1,60 €, je ne sais pas combien est le pain en Belgique. Mais vous voyez, c'est une mesure de valeur, mais qui change avec le temps, qui ne reste pas fixe. Donc ça, c'est l'inflation, où, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, les prix augmentent. Et ces prix qui augmentent, ils ont un effet. C'est-à-dire que si vous stockez de l'argent qui mesure une certaine valeur, donc si vous stockez par exemple la valeur de 10 pains aujourd'hui, ben dans 5 ans, vous n'aurez plus la valeur de 10 pains. Vous aurez peut-être la valeur de 7 pains. Parce que l'argent diminue. Et donc, vous avez cet effet sur l'épargne qui est assez terrible parce que regardez, il y a un article qui est sorti récemment qui est assez sympa. Et voilà, on a eu justement 3% d'inflation, on est à 3% d'inflation maintenant après Covid. Hein. Juillet-août, on est à 2,86. Et ça, c'est un petit graphique qui vous donne les effets de 3% d'inflation sur une épargne de 100 000 euros. Donc, si vous avez une épargne de 100 000 euros, eh bien, ce graphique-là vous donne la valeur de ces 100 000 euros comparée à l'inflation. Donc, avec 3% d'inflation, en fait, votre épargne, elle perd quand même beaucoup. Donc, presque en 10 ans, elle perd 25%. Et donc, en 30 ans, vous voyez, votre épargne, elle a fait plus que d'être coupée en deux. Donc, si vous regardez, par exemple, en 20 ans, 100 000 euros deviennent 56 000 et demi. Mais réfléchissez, 20 ans, c'est le temps d'un crédit hypothécaire. Si vous achetez une maison aujourd'hui de 100 000 euros, dans 10 ans, dans 20 ans, ça vaudra toujours une maison. Mais seulement, elle vaudra plus 100 000 euros, elle vaudra certainement plus cher. Donc ça, c'est important de comprendre cet effet sur l'épargne et sur la dette. Parce que la même chose, vous avez une dette aujourd'hui de 100 000 euros. Mais en fait, dans 10 ans, avec l'inflation, vos 100 000 euros, ils achèteront beaucoup moins de pain. Et donc, vos 100 000 euros, ils en vaudront beaucoup moins. Et donc, votre dette aujourd'hui de 100 000 euros, ben, en vraie valeur, votre dette est en train de diminuer au cours du temps. Donc voilà, ça c'est très important, je pense, de comprendre cet effet-là, parce que comme l'a dit Dany, on rentre dans une période d'hyperinflation, donc où on a, Dany vous en parlera après, on a imprimé beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme il y a plus d'argent pour le même nombre de valeurs sur Terre, ben, techniquement, la valeur de l'argent diminue. Voilà. Et donc la seule manière de compenser ça, c'est on augmente les prix. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que oui, en effet, les salaires n'augmentent peut-être pas toujours à la vitesse de l'inflation. Par contre, l'avantage de la dette, c'est que la dette, elle diminue, mais et vos revenus, ils restent quand même indexés quelque part. Voilà. Alors, moi, je parle de tout ça parce que justement, on parle d'investissement immobilier. Et le but du jeu dans l'investissement immobilier, c'est de faire de la bonne dette. La bonne dette, c'est justement le financement bancaire. Et pourquoi c'est une bonne dette, le financement bancaire? C'est parce que la bonne dette, elle vous permet, en utilisant le financement bancaire, d'utiliser l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est un dessin assez connu d'Archimède qui disait donnez-moi un levier assez long et un point d'appui assez solide et je soulèverai la Terre. Donc, l'effet de levier, c'est quelque chose qui décuple une force. Et donc, si vous avez de l'argent, en utilisant le levier de la banque, vous allez décupler la valeur potentielle de votre argent. Donc, on va regarder ça en regardant vraiment en détail les deux leviers du financement bancaire. Le premier, c'est ce qu'on appelle la quotité. Alors, supposons que vous voulez acheter une maison qui vaut 100 000 euros. En Belgique, une maison de 100 000 euros, vous avez plus ou moins, vous en retirez avec 20 000 euros de frais. J'ai arrondi pour l'exemple. Donc, ça va vous coûter 120 000 euros. Maintenant, vous pouvez sortir 120 000 euros de votre cash, mais aussi vous pouvez utiliser un crédit bancaire. On va parler des crédits de base que tout le monde dit, la banque prête à 80% de quotité.
Donc, vous achetez 100 000 euros, la banque va vous prêter 80% de 100 000 euros, elle va vous prêter 80 000 euros. Et donc, vous avez un certain levier bancaire. Et donc, pour acheter ce bien à 120 000 euros, avec le levier bancaire de la banque, vous devez venir déposer 40 000 euros de votre côté et ça va faire que vous allez lever les fonds pour acheter l'immeuble. Par contre, si maintenant vous avez le même immeuble, mais vous déplacez votre point d'appui, donc vous avez un levier plus long, une quotité de 100%, et là, vous allez apporter 20 000 euros pour lever les fonds pour votre immeuble. Si vous avez remarqué, juste avec cet exemple-ci, on parle juste de 20% de quotité. Mais si vous savez calculer, si vous arrivez à avoir un prêt à 100% de quotité, vous pouvez en acheter deux des immeubles avec 40 000 euros. Si vous avez 40 000 euros en poche et vous arrivez à vous battre pour avoir 100% de quotité, ce n'est pas un, mais deux immeubles que vous achetez. Donc, vous voyez que l'effet de levier, il est là. Vous augmentez un tout petit peu le levier, mais vous pouvez acheter deux immeubles au lieu d'un. Donc ça, c'est super important de se rendre compte de ce détail-là et de comprendre pourquoi il y a des gens et des investisseurs qui se battent pour avoir des quotités élevées. Alors moi, j'en ai fait beaucoup des prêts immobiliers et j'en ai fait un qui n'est pas à plus de 100%. Considérez que j'ai signé 3 prêts immobiliers cette année-ci. Donc ces 3-là, elles sont tous les 3 à plus de 100%. Donc, quand on vous dit que c'est plus possible, et que c'est plus possible depuis longtemps, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Donc, c'est possible, c'est la preuve. Moi, j'aime les prêts à plus de 100%. Mon banquier le sait bien. Ça ne sert à rien de me proposer du 80%, point. Je vais ailleurs. Mais c'est parfois plus cher. Il y a parfois des choses à donner en contrepartie, mais c'est toujours possible. Voilà. Alors, le deuxième levier du prêt bancaire, c'est la durée du prêt. Alors, on va voir la durée du prêt, où elle va influer. Donc ici, vous avez toujours un levier, vous avez toujours 120 000 euros à lever. Si vous le faites en 15 ans, vous allez avoir une mensualité de 770 euros. Donc tous les mois, vous sortez 770 euros de votre poche pour lever ce crédit de 120 000 euros. Maintenant, sous les mêmes conditions, le même pourcentage, vous montez à 20 ans. Là, vous êtes en 20 ans, et bien, vous avez déplacé votre point d'appui, vous avez un plus grand levier, et là, il faut sortir 600 euros de votre poche tous les mois pour rembourser le crédit. Alors, vous voyez, là c'est un levier qui a un effet différent, qui a un effet énorme sur votre capacité de remboursement. Parce que la grosse différence, ben voilà, vous avez 160 euros dans votre poche, 165 euros dans votre poche tous les mois, parce que vous allez aller plus loin. Et donc, vous avez 165 euros de capacité d'emprunt en plus pour le prochain crédit. Donc, encore une fois, selon votre situation, si vous avez de l'apport ou si vous avez peu de revenus, vous allez devoir essayer de jouer sur un des deux leviers. Par exemple, voilà, moi, mes derniers crédits, j'ai demandé le levier de la quotité, j'ai eu du 100%, mais le banquier m'a dit, écoute, je te donne 100%, mais en échange, sur 15 ans, ce n'est pas 20 ans. Ça ne me dérangeait pas parce que j'ai du bon cash flow. Donc, OK, on diminue le cash flow, mais on augmente la quotité, ça me permet d'en acheter plus. Donc, vous voyez, c'est important de jouer sur ces deux aspects-là parce que ça vous permet de comprendre en fonction de votre situation à vous sur lequel il faut jouer le plus. Et vous savez que si vous jouez sur un, vous pouvez toujours aller donner un peu au banquier sur l'autre. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué ces deux leviers-là. Comme je vous l'ai promis, Dany va aussi vous expliquer tout sur l'argent, sur la valeur de l'argent. Donc, Dany, si tu veux bien, je te laisse la parole. Yes, merci Stéphane pour le début. Très important d'avoir en tête, c'est ça toujours. La durée qui va influencer le cash flow et la quotité, c'est combien on va mettre de l'argent de notre poche. En fait, l'idéal, c'est de ne pas mettre l'argent de notre poche et avoir une durée maximale pour avoir des remboursements de crédit très, très faibles. Et donc, quand on a des loyers qui rentrent, on maximise notre cash flow. C'est très, très important. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Dany Palmera, j'ai 37 ans, de formation d'ingénieur dans l'aéronautique. J'ai créé ma première entreprise il y a 10 ans aujourd'hui. C'est une entreprise dans l'aéronautique, d'ingénierie dans l'aéronautique, où j'ai pu embaucher plus d'une soixantaine de personnes dans cette entreprise. Et tous les bénéfices que fait cette entreprise, je les ai investis dans l'immobilier locatif à Bruxelles. Je possède aujourd'hui à Bruxelles plus d'une soixantaine d'unités locatives qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière
Pour rappel, ce que c'est la liberté financière, c'est avoir des sources de revenus passifs qui tombent tous les mois, qui sont supérieures à nos dépenses. Okay, c'est complètement subjectif, c'est-à-dire si vous avez besoin de 4-5 000 euros pour être libre et faire ce que vous voulez dans une ville, il suffit d'avoir une vingtaine, trentaine de sources de revenus passifs qui sont supérieures à ces 4-5 000 euros et vous êtes libre financièrement. Et depuis 2 ans, j'ai créé le concept, la marque The Mind, dans laquelle j'organise des conférences et des séminaires pour accompagner des personnes pour atteindre la liberté financière. Et depuis 1 an et demi, j'ai créé un club privé dans lequel il y a à peu près une centaine de personnes que j'accompagne de 3 à 7 ans, main en main, pour arriver à la liberté financière grâce à la partie mindset, grâce à la partie business développement, comment créer des business, parce que j'ai pu créer plus de 6 entreprises en partant de zéro et les ramener à plus de millions d'euros de chiffre d'affaires et des bénéfices positifs. Et également comment investir dans l'immobilier locatif qui nous permet d'avoir des sources de revenus passifs. Donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui avec Stéphane de vous présenter régulièrement des conférences, un peu, vous donner pas mal de pépites parce qu'on est dans un monde où il faut donner de la valeur, pas juste faire des présentations. Nous sommes là avec vous pour vous donner de la valeur. C'est défilé. Je sais que la dernière fois j'ai présenté ça, il y a quelqu'un qui a dit attendez, c'est un séminaire sur le financement ou c'est un séminaire sur Robert Kiyosaki. Il faut savoir que moi j'ai été coaché par Robert Kiyosaki. J'avais des appels téléphoniques réguliers avec des coachs qui viennent des States. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement immobilier aux États-Unis comme en Belgique. En fait, ça se ressemble énormément. C'est juste les petits pourcentages qui changent. Et c'est important de comprendre un petit peu le monde de l'argent. Le monde de l'argent. Donc, je vous conseille quand même si on va parler de financement, on va vous donner pendant 25 ans type de crédit, on va vous expliquer tout ça. C'est important de comprendre l'argent, l'histoire de l'argent. Et je vous invite tous à aller acheter ce bouquin qui s'appelle Fake, en anglais faux, et il parle des faux mentors ou coachs ou professeurs, faux argent et faux actifs. Okay, il parle qu'à l'école actuellement, on ne nous apprenne jamais à jouer avec de l'argent. Ce sont des faux professeurs. En fait. Qui devez-vous écouter? Vous devez écouter des personnes d'avoir dans la vie. Donc, choisissez bien vos mentors, vos coachs également. Donc, il y a beaucoup de faux mentors, faux coachs. Il y a également beaucoup de faux actifs en fait sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire Danny, si j'investis 5 000 euros aujourd'hui, dans un an, ça devient 60 000 euros. Ça, ce sont des faux actifs. Okay, beaucoup des choses dans la bourse qui tournent sont des faux actifs. La crypto, on ne peut pas dire ça, mais ça reste quand même quelque chose qui est virtuel, pas tangible. On ne peut pas dire que c'est un faux actif, mais c'est un excellent moyen peut-être d'accumuler de l'argent. Mais faites attention aux faux actifs qui circulent également sur le marché. Le vrai argent, vraiment à lire ce bouquin qui explique d'où vient l'hyperinflation, pourquoi depuis 1971, depuis que Richard Nixon a dit tiens, on arrête de mettre de l'or physique dans un coffre-fort pour imprimer de l'argent, on peut imprimer de l'argent temporairement, il a dit on va imprimer temporairement de l'argent sans mettre des pépites d'or ou des lingots d'or dans un coffre-fort. Et depuis, on commence à avoir la valeur du dollar, elle commence à baisser depuis 1971, et plus on imprime. Regardez ici, ça s'arrête en 2008. Il faut savoir que pour sauver l'économie aujourd'hui en Covid, on a imprimé fois 5 fois ce qu'on a toujours imprimé depuis le début, depuis 1913. Depuis qu'on imprime de l'argent, on a imprimé 5 fois plus que tout ce qu'il y a comme argent. Danny, ta connexion est assez mauvaise, on t'entend mal. Sur cette terre. Donc là, cette courbe, elle est un peu. Yes, j'espère que ça va mieux. Donc, dans le bouquin de Kiyosaki, il parle de la première leçon quand il s'agit du financement. Il dit que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Les riches travaillent pour acquérir des actifs, des vrais actifs. Et
grâce au système fractionné chez les banquiers, vous pouvez combattre le système, mais moi, je ne vous conseille pas. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et surfer sur la vague. Il y a ce qu'on appelle le système fractionnaire bancaire. C'est que si vous déposez 1 million d'euros sur un compte bancaire, la banque, grâce à ce système fractionnaire bancaire, a le droit de multiplier ce chiffre qu'elle a sur ses comptes, 1 million fois 10 par exemple, voire un peu plus maintenant fois 20, et elle peut imprimer du faux argent, donc elle peut créer des comptes digitaux, virtuels, fois 20. Imaginons s'il y a 1 million sur leur compte bancaire, ils peuvent imprimer 20 millions du fake money, donc du faux argent, et ils vont nous les prêter. Donc, les banques vont nous prêter du faux argent et on va leur payer des intérêts dessus. C'est comme si vous venez me voir, vous me dites, Dani, j'ai besoin de 100 000 euros. Je dis, ne bouge pas, j'appuie sur un bouton sur mon imprimante ici, j'ai 100 000 euros qui sortent. Je te dis, tiens, je te donne cet argent qui est complètement faux, imprimé, mais tu me donnes des intérêts dessus. C'est exactement ce qui se passe actuellement à la banque. Et tous ces hausses de prix que vous voyez actuellement, c'est dû à l'argent qui est imprimé tous les jours. Donc, Dani, on te perd. la banque, elle imprime du faux argent, elle va nous le prêter. Moi, je t'entends super bien, Stéphane. Ça se défile. Ça se défile, voilà. Là, on parle de cette sûreté. Good. Donc, ah oui. Donc, il faut savoir que la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous prêter de l'argent, mais elle veut faire une analyse de risque. Une analyse de risque basée sur toujours deux approches. Une approche objective et une approche subjective. Donc, l'approche objective, si je te prête par exemple 100 000 euros, qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rendre cet argent? Ben, la banque a besoin également de garanties bancaires. Stéphane, je ne sais pas ce qui se passe ici. Moi, je ne touche pas à la souris. Je pense que la connexion, tu as peut-être appuyé 2-3 fois avant. Voilà, je vais contrôler les slides. Vas-y, continue. Je vais contrôler les slides et si ça ne va pas, je reprendrai la présentation. Du coup, voilà. Donc, il y a des analyses de risque qui se passent du côté de liste de basée sur deux approches, une approche objective et une approche subjective. C'est toujours comme ça. Même s'ils ont durci les conditions maintenant, c'est toujours exactement ce qui se passe. Ils font une analyse de 10, mais un petit peu plus serrée, quoi. Ils analysent le risque et les paramètres se serrent au fur et à mesure. Mais il y a toujours une approche objective et une approche subjective. L'approche subjective, c'est quand vous allez voir votre banquier, vous allez vous présenter bien habillé. Par vous allez vous présenter et présenter votre projet joue énormément en 30% de pondération, ce que si le banquier dit OK, je peux donner de l'argent à ce gars-là ou pas. Donc, si vous ne présentez pas correctement votre projet, là, vous risquez de perdre cette partie de 30% qui est une approche subjective. Parce que vous pouvez lui raconter que vous allez habiter dedans et du jour au lendemain faire complètement l'opposé une fois que vous avez votre permis bateau. Donc, c'est une approche complètement subjective. L'approche objective, là, le banquier, il veut être sûr que son argent va revenir. Comment tu peux me garantir que mon argent va revenir? Ben, on appelle ça, quel est ton score à la banque? Donc, il faut savoir que vous avez tous un score à la banque et on va vous expliquer comment l'améliorer. Et la grande partie, c'est la partie garantie et sûreté. Qu'est-ce que tu vas me donner en retour, Dani, pour que je sois sûr que tu vas me rembourser cet argent? Et cette garantie et sûreté, il existe en fait sept sûretés qu'on ne va pas les parcourir aujourd'hui, mais lors du séminaire, on va rentrer vraiment dans les détails pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut dire à votre banquier pour pouvoir lui donner le maximum de garanties pour qu'il puisse vous prêter de l'argent. Okay? Mais la plus grande garantie, c'est l'hypothèque. OK. Je vais reprendre la main, Dani.
hypothèque, ça veut dire c'est la banque, elle vient de votre bien. On ne Yes. t'entend plus, Dani. Donc, je vais Ça passer coupe là. énormément. Je vais prendre la main. OK. Ok, merci beaucoup, Dani. Donc, si vous n'avez pas entendu ce que Dani était en train de dire, c'était que la plus grosse garantie de la banque, la plus grosse sûreté, c'est l'hypothèque. Et tout à l'heure, au début, on me posait des questions sur les mandats. Alors, les mandats vont toujours exister. Il y a des règles qui sont émises donc, par les organismes de contrôle qui ont dit aux banques qu'ils allaient prendre les mandats avec différemment. Donc, pour le moment, un mandat a plus ou moins la même puissance qu'une hypothèque dans leur calcul par rapport au risque. Donc, ils vont toujours accepter les mandats. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les banques, quand elles ont des hypothèques, elles utilisent une certaine partie des sûretés. Les mandats, ce seront toujours des garanties, mais qui ne compteront pas dans les banques sur le risque de sûreté. C'est-à-dire que si une banque, la banque, quand elle vous prête de l'argent quelque part, elle doit garantir aussi, elle, que dans ses prêts interbancaires, que c'est bon. Et avant, ben, les mandats avaient beaucoup plus de poids, donc maintenant les mandats vont avoir beaucoup moins de poids. Et donc ça veut dire que la banque doit garantir dans ses actions à terme. En gros, ça veut dire qu'elle doit avoir plus d'argent en compte pour garantir le crédit qu'elle va vous donner. Donc si avant, comme Dani a dit, avec 1 million, elle pouvait en prêter 9, si le million est protégé par des hypothèques, si le million il est protégé que par des mandats, elle pourra peut-être en prêter que 5. C'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça va coûter un peu plus cher à la banque de vous donner un mandat qu'une hypothèque. Mais ça reste tout à fait possible de demander des mandats et d'en avoir. C'est juste une question de relation avec la banque. Est-ce qu'ils vont bien vouloir vous les donner? Ce n'est pas qu'ils peuvent plus, c'est pas que le mandat existe plus, c'est que ça change un tout petit peu. Voilà. On ira beaucoup plus en détail dans le séminaire. Ici, je m'arrête là. Par contre, une chose dont je veux absolument vous parler, c'est les paramètres importants pour comprendre la décision bancaire. Donc, comment, surtout la partie subjective, c'est une personne que vous avez en face de vous, donc comme Dani vous l'a dit, c'est votre histoire, mais la partie objective et le scoring, on va vraiment en parler. Donc la partie objective, voilà, qu'est-ce qui rentre en compte? Le taux d'endettement rentre en compte. Le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? C'est votre dette par rapport à vos revenus. Donc, on va faire simple, on prend des chiffres ronds, vous rentrez 1 000 euros par mois, vous avez une dette de 300 euros, vous avez une voiture en prêt, ben vous avez une dette, un taux d'endettement de 300 divisé par 1000, donc de 30%. Vous avez 30% de taux d'endettement. Vous avez une voiture, un petit prêt à la consommation, une télé que vous payez en un an à 200 euros, vous remboursez donc tous les mois 500 euros. Il ne regarde pas la durée, il regarde uniquement le remboursement par mois. Donc, vous remboursez 500 euros parce que vous avez une voiture et une télé. Et quand vous allez à la banque pour demander votre prêt et que vous ne rentrez que 1 000 euros, la banque, elle voit déjà un taux d'endettement de 50%. Voilà. Donc, c'est ça, le taux d'endettement, c'est vraiment le rapport entre votre dette et vos revenus. Ensuite, il y a une deuxième notion qui s'appelle le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est vraiment exactement ça. C'est qu'est-ce qui vous reste après avoir payé tout ce que vous êtes obligé de payer. Donc, vos revenus récurrents, donc salaire, revenus locatifs, tous vos revenus récurrents, moins toutes vos dépenses qui sont des contraintes. Donc, dans ces dépenses qui sont des contraintes, ça peut être le loyer, parce que vous êtes obligé de le payer. Ça peut être, bien entendu, tous vos crédits, parce que vous êtes obligé de les payer, plus une petite pondération. Donc, on fait ce que vous rentrez. Donc, on va reprendre le même exemple. Vous êtes locataire, vous rentrez 1 000 euros, vous avez 500 euros de crédit, vous avez 200 euros de loyer. Je prends des chiffres comme ça. Donc, ça fait, en tout, vous avez 700 euros de dépenses obligatoires. Et donc, il vous reste à vivre 300 euros. C'est ce qui vous reste à vivre euh, selon ce calcul-là. Il faut savoir que donc maintenant, vous prenez vos revenus réels, vos dépenses réelles et vos crédits réels. Combien vous remboursez, encore une fois, c'est combien vous remboursez par mois. Donc, c'est pour ça aussi que plus vous allez rembourser longtemps, moins vous allez rembourser par mois, plus votre reste à vivre sera élevé. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là, on parle de taux d'endettement et de reste à vivre en fonction de ce que vous remboursez ce mois-ci, quoi. Si vous le remboursez encore pendant 3 ans, si vous le remboursez encore pendant 10 ans, ça ne change rien. Important à savoir, c'est que le minimum de reste à vivre, minimum en Belgique avant de vous prêter, c'est il faut que si vous êtes seul, c'est 725 euros. Si vous êtes
en couple ou en famille, c'est minimum 976 euros, quoi. S'il ne vous reste pas ça à vivre, la banque ne vous prêtera jamais. Point. C'est des minimums en Belgique. Après, bien entendu, c'est déjà des valeurs très basses. Donc, plus vous êtes au-delà de ces valeurs-là, mieux c'est. Une autre chose qui est super important, c'est le LTV. LTV, c'est un mot anglais, tout le monde l'utilise, peu importe la langue de votre banque, c'est le loan to value. Donc, c'est le LTV. Il y a même des banquiers ils ne savent pas que c'est le loan to value, ils savent que c'est LTV. C'est un paramètre qu'on utilise. Et là, le LTV, c'est quoi? C'est la valeur du crédit que vous demandez par rapport à la valeur du bien qui est mis en garantie du crédit. Là, je n'ai pas encore parlé de prix, j'ai bien parlé de la valeur du bien. Donc, vous avez une maison familiale qui est évaluée à 200 000 euros, voilà, c'est la maison de vos parents, rien. Vous avez demandé un crédit de 100 000 euros à la banque. Vous leur dites, vous pouvez prendre la maison de mes parents en garantie. Donc, votre LTV, ce sera 100 000 divisé par 200 000 de garantie. Vous avez un LTV de 0,5. Voilà. Maintenant, il y a un autre paramètre important, on en a déjà parlé, c'est la quotité. C'est presque la même chose. Là, c'est le crédit divisé par votre prix d'achat. Donc, si vous avez demandé un crédit pour acheter une maison à 100 000 euros et que vous demandez 100 000 euros de crédit, même si vous mettez la maison de papa-maman en garantie à 200 000 euros, la quotité, elle restera à 100%. Parce que c'est le crédit divisé par le prix d'achat. Vous avez une quotité de 100%. Donc ça, c'est très, très important de comprendre ce paramètre-là. Okay, parce qu'il y a une énorme différence quand vous allez voir les banquiers et que les banquiers vous disent « Ah, on est désolé, la Banque nationale ne nous permet pas de vous prêter ». Ce n'est pas toujours vrai. Ils sont dans la partie subjective, ils sont en train de vous dire « On n'a pas spécialement envie de vous prêter ». Où on a des règles sur la quotité et on vous dit que les règles sur la quotité qu'on a nous en interne, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de la Banque nationale. Même si ils sont en train de discuter pour peut-être les changer un tout petit peu, voici encore les règles actuelles qui sont depuis janvier 2020. Ça, c'est les règles de la Banque nationale. Et si vous voyez les règles de la Banque nationale, ils ne parlent pas de quotité, ils parlent uniquement de LTV. Parce que la Banque nationale, c'est en fonction des garanties que vous avez. Et donc, là, si vous regardez, ce qui nous intéresse, c'est ça. OK? C'est vraiment ça. Ça, c'est pour les crédits qu'on fait pour acheter. Et qu'est-ce que vous avez là? Vous avez LTV, la limite en buy to let, donc c'est acheter pour louer. Donc, ils ont vraiment défini l'achat, l'investissement immobilier, c'est 80%. Vous voyez, toutes les banques, quand vous leur parlez, c'est 80% de quotité. Mais en fait, c'est 80% de LTV qui sont imposés. Et dans ces 80%, ils peuvent encore tolérer une marge de 10%. Donc 10% des crédits qu'eux donnent peuvent aller jusqu'à 90% de LTV quand ces crédits sont à but d'investissement, donc à but locatif. Donc, en but locatif, une banque peut vous prêter 90% des garanties que vous lui donnez. Okay, la deuxième chose qui est importante, donc c'est owner occupied, ça veut dire si vous allez occuper la maison, donc vous achetez pour vivre, ok, que ce soit résidence principale, résidence secondaire, vous achetez pour vous. Là, vous avez un LTV à 90%. Avec encore une fois une exception. Une exception, c'est pour les premiers acquérants, les primo-accédants. Okay, il y a une exception de 35%. Donc 35% des crédits qu'ils donnent aux primo-accédants, donc aux gens qui achètent leur première résidence principale, peuvent dépasser ces 90%. Et donc, ça veut dire arriver jusqu'à 100%. Et 5% des crédits qu'ils donnent peuvent dépasser les 100%. Donc, ça veut dire que si vous allez à la banque, c'est votre premier bien, il faut vous démerder pour être dans les 5% des gens à qui la banque a envie de donner des crédits à plus de 100%. Et même, ben oui, il n'y en a que 5 sur 100. Mais c'est comme ça que vous avez des crédits à plus de 100% déjà en LTV. Et comment vous avez des crédits à plus de 100% de quotité? C'est facile. Si vous n'avez pas encore compris, c'est tout simplement d'avoir des garanties plus élevées. Donc, bien acheter pour pouvoir, le bien que vous achetez, si vous l'achetez en dessous de la valeur du marché, le bien, il a une valeur de garantie plus élevée que la valeur d'achat. Et donc, vous pouvez monter à 90% de la valeur de garantie et pas 90% du crédit. Ça, c'est parce que vous jouez sur un loan to value. Voilà. Donc, encore une fois, voilà. Donc, si vous êtes primo-accédant, 5% des primo-accédants peuvent monter jusqu'à plus de 100%.
Et si vous n'êtes pas primo-accédant, c'est-à-dire si c'est votre résidence secondaire, par exemple, vous pouvez quand même monter jusqu'à 20% de crédit qu'ils donnent peuvent monter jusqu'à 100% de quotité, enfin de LTV, encore une fois. Donc voilà, c'est pas la quotité, c'est la LTV, je l'ai répété assez de fois. Okay. Voilà, crédit primo-accédant, 5% de crédits en primo-accédant peuvent dépasser les 100% de loan to value. Voilà, on essaie d'aller un peu vite. Alors, maintenant, ça c'est les critères principaux sur lesquels les banques vont se baser pour évaluer votre requête. Maintenant, il faut comprendre que toutes les banques sont différentes. Elles ont toutes des critères, une liste de critères qui peuvent être différents. Il y a des banques, par exemple, qui décident de prêter plus aux indépendants. Il y a des banques qui n'aiment pas les indépendants. Donc, il peut y avoir une liste de critères autres que ceux que je viens de vous présenter, qui peuvent être, par exemple, l'âge. Il y a des banques qui disent, voilà, moi je prête jusqu'à 70 ans, ou moi je prête pas aux gens qui ont moins de 30 ans. C'est possible. Là, généralement, c'est de 18 à 70 ans. Voilà. Il y a des banques qui ont une fourchette plus petite, mais voilà, normalement, en Belgique, on peut avoir un crédit de 18 à 70 ans. Après, 70 ans, c'est beaucoup plus rare. Il y a des banques qui ne veulent pas après 50 ans. Il y a des banques qui se limitent à votre date de pension. Donc, il faut que vous ayez remboursé votre crédit pour l'âge de la pension. Voilà. Il y a des gens, des banques qui ont des montants différents pour les restes à vivre, pour les quotités. Il y a des banques qui disent, voilà, nous, on prête à 80% de quotité. C'est pas la Banque nationale, c'est eux qui ont décidé de prêter à 80% de quotité. Il y a peut-être une autre banque à côté qui prête à 100% de quotité. Et il y en a. Il y en a qui, en fonction de votre endettement, de vos revenus, qui ont des paramètres différents. Par exemple, il y a des banques qui disent, voilà, on prête, si vos revenus sont inférieurs à 2 000 euros, votre taux d'endettement est maximum 40%. Si vos revenus sont entre 2 000 euros et 3 000 euros, on vous prête à 45%. Si vos revenus sont supérieurs à 3 000 euros, on vous prête à 50% de taux d'endettement. Et ça, c'est des vraies valeurs. Hein. C'est un exemple que j'ai pris sur Internet. Donc, voilà. Par exemple, un autre détail, voilà. Vous devez avoir un contrat à durée indéterminée depuis minimum 1 an si votre quotité est inférieure à 90%. Et vous devez avoir un contrat à durée indéterminée de minimum 2 ans si votre quotité est supérieure à 90%. Ça, ce sont des vrais exemples de critères bancaires. Donc, vous voyez, il n'y a pas que ce qu'on vous a dit qui joue. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que l'acceptation bancaire, ça va dépendre de tous les critères imposés par la Banque nationale, les critères de défaut que je vous ai présentés, mais aussi des critères de la banque, du type de client qu'ils veulent avoir, du type de garantie qui les intéresse, de votre scoring. Et donc, par exemple, ça, c'est une banque, vous avez une zone d'acceptation. Si vous êtes dans ces critères-là, c'est peut-être 70% de quotité avec plus de 5 000 euros de loyer, mais si vous êtes dans cette zone-là, c'est automatiquement accepté. Puis il y a une zone où ils se disent, mais voilà, on va faire une évaluation plus poussée. Et c'est par exemple ça qui se passe quand vous allez à la banque, vous demandez un crédit, soit le banquier vous le donne tout de suite, soit le banquier vous dit, ça va passer, mais je dois aller voir au siège. On est généralement dans cette zone où le siège doit décider parce qu'ils doivent un peu mieux regarder votre projet. Et puis, généralement, il y a une zone rouge aussi où c'est leur limite et ils disent, mais voilà, ne savez même pas en dehors, si les critères sont en dehors de ça, on dit non. Voilà, on dit non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont parfois, en fonction de certains critères, ils disent non, mais ils veulent bien quand même aller voir. Ça, c'est votre banquier qui doit savoir. Ils peuvent peut-être aller tirer, malgré tout, dans un sens ou dans un autre, en fonction de la banque. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 4 personnes différentes, en fonction de votre situation, il y en a un qui sera en plein dans le vert à l'ego, il y en a un qui sera à la limite rouge, mais qui sera quand même, on lui dira quand même oui parce qu'on a envie de lui dire oui. Et il y en a un bleu, on va évaluer son dossier, et l'autre, il est rouge, quoi, point. Maintenant, les mêmes 4 bonhommes qui vont voir une autre banque peut avoir des critères totalement différents. Et donc, le gars qui était vert dans la zone verte de la première banque, mais il n'est peut-être plus du tout dans la zone verte d'une deuxième banque. Il est peut-être même dans la zone rouge d'une deuxième banque. Et donc, lui, il y a une banque qui va lui dire oui, monsieur, sans aucun problème. On va prendre un Evan Breda, qui est une banque qui aime bien prêter aux indépendants, qui va vous dire oui, sans problème. Vous allez avec certains critères en tant qu'indépendant, je prends une banque que je connais bien, ING, qui a des critères un peu plus serrés pour les indépendants, surtout quand vous commencez, qui va peut-être vous dire non d'office. Alors, une banque vous dit oui d'office, une banque vous dit non d'office. Donc, ça peut aller comme ça, les critères. Hein.
Et vous voyez, ça, c'est une deuxième banque. Et il y a des banques ou des organismes financiers qui n'ont même pas les limites imposées par la BNP, donc par la Banque nationale. Euh, Parce que ce sont des organismes de crédit qui fonctionnent différemment. Et vous en connaissez peut-être. Il y en a deux qui sont assez connus, Crefima et Record, qui, eux, ont des règles de garantie différentes qui font qu'ils peuvent déroger même aux règles que je vous ai montrées juste avant de la Banque nationale. Et donc là encore, quelqu'un qui est rouge partout, peut-être que chez Record, il sera dans le jaune et peut-être qu'il aura son crédit, alors qu'il y a des banques qui lui disent non, c'est impossible, on ne vous prêtera jamais de l'argent. Vous allez chez quelqu'un d'autre, pouf, et quelqu'un d'autre vous dit oui. Alors maintenant, donc, je vous ai montré les cases. Une autre chose qu'il faut faire, c'est trouver la banque pour laquelle vous êtes dans la bonne case, ou alors faire en sorte que vous rentriez dans les cases de la banque. Okay. Et donc, pour avoir un oui, il y a des bonnes pratiques bancaires à adopter. Il faut savoir que votre banque va regarder vos dépenses sur les 3 à 6 derniers mois. Donc, quand vous savez que vous voulez investir en immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à gérer vos dépenses en fonction de ce que la banque va voir. Un exemple tout bête, vous faites des achats, si vous avez plusieurs comptes en banque, la banque, elle ne voit pas les autres comptes en banque. Okay. Donc, par exemple, si vous faites des achats vous jouez, allez, on va dire, vous jouez en ligne au poker, eh ben, surtout ne jouez pas avec un compte sur lequel votre banque, à laquelle vous avez demandé un crédit hypothécaire, a visibilité, parce que la banque va voir que vous envoyez de l'argent à un site de jeu sur Internet, vous ne serez peut-être pas fiché d'un bon client, vous aurez un mauvais scoring. Donc, si vous savez ça, vous arrêtez vos dépenses sur ce site-là. Limite, vous savez que dans 6 mois, vous mettez une grosse somme maintenant sur ce site-là, comme ça, vous pouvez jouer pendant 6 mois sans que la banque ne voit aucun virement sur ce site-là pendant les 6 prochains mois. Un exemple. Un autre exemple tout bête, c'est qu'il faut que vous sachiez quels sont vos crédits en cours. Parce que la banque, encore une fois, elle va regarder tous vos crédits, toutes vos dettes. Et une dette, ça peut être une ligne de crédit que vous avez oubliée. Et donc, il faut aller voir quelle est votre situation à la centrale des crédits. Donc là, je vous mets, c'est mon extrait de la centrale des crédits. Okay. D'accord, c'est 2020, il est un peu plus vieux, mais c'est vraiment un vrai extrait. Vous allez vous taper sur Google centrale des crédits aux particuliers, vous connectez avec votre IAD et vous demandez votre relevé, donc vos informations. Et là, qu'est-ce qu'on va vous donner? On va vous donner toute la liste des crédits. Et vous voyez que ici, vous voyez 2 prêts hypothécaires, mais vous voyez quoi? Vous voyez une ouverture de crédit. Et cette ouverture de crédit, bon, ok, ici je l'ai caché, elle a un montant, je crois que c'est 2 500 000, 3 000, je ne sais plus. C'est tout simplement ma carte de crédit que je n'utilise pas. J'ai une carte de crédit que j'utilise pour tous mes paiements en ligne, mais elle est comptabilisée comme un crédit à 3 000 euros à la centrale des crédits. Donc c'est comme si j'avais déjà un crédit de 3 000 euros. Pourquoi? Parce que n'importe quel jour, je peux aller avec cette carte de crédit et sortir 3 000 euros. Donc la banque considère que j'ai sorti 3 000 euros dans leurs analyses de risque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez une carte chez Cora, chez Auchan, si vous avez fait un crédit voiture que vous n'avez pas fermé, si vous avez acheté une télé à crédit chez quelqu'un, ce sont tous des crédits qui sont enregistrés là. Et c'est toujours le crédit maximum que la banque va retirer. Donc vous avez 3-4 cartes de crédit que vous n'utilisez pas, mais ça peut monter 3-4 fois 3 ou 5 000 euros. Ben, tout de suite, c'est comme si vous aviez un crédit de 15-20 000 euros qui pèse contre vous. Donc, faites bien attention. Vous voulez investir dans l'immobilier, allez nettoyer tous vos crédits. C'est très facile. Si vous avez des lignes de crédit là que vous ne voulez plus voir, vous téléphonez à la banque, vous dites, tiens, comment ça se fait que j'ai telle ligne de chez vous là-bas et si vous avez remboursé votre crédit, vous pouvez la faire enlever. OK. Donc, les autres paramètres, c'est la durée, la quantité et la loan to value. Donc ça, vous devez savoir jouer avec ça. Vous devez comprendre que plus vous allez demander une durée longue, plus vous allez avoir un reste à vivre élevé, plus vous allez avoir un meilleur taux d'endettement puisque vous allez payer moins par mois, même si vous payez plus longtemps. La quotité, bien entendu, ça c'est l'inverse. Plus vous allez emprunter en quotité, plus vous allez payer par mois. Donc, ça va avoir un effet négatif sur d'autres choses. Et la loan to value, c'est ça si vous voulez investir en immobilier, vous devez absolument comprendre cette idée-là. Quand vous allez voir le banquier, montrez-lui que vous comprenez la différence entre quantité et loan to value. Vous venez avec une valeur du bien et vous lui dites, vous dites pas, je veux emprunter 80% du prix, vous lui dites, je veux emprunter 80% de la valeur du bien.
Quand vous commencez cette discussion-là, ben, vous pouvez tirer vos quotités beaucoup plus haut parce que vous parlez de ça. Après, ça dépend des banques. Il y a des banques qui ont une règle interne, 80% de quotité, point barre. Mais une fois que vous le savez, ben, vous le savez, vous passez à la vente suivante. Donc voilà, en jouant sur tout ça, ben, vous pouvez déjà vous ramener au moins dans la zone où ils vont accepter de regarder à votre dossier. Okay. Et après, si vous voulez encore améliorer ça et devenir vert pour eux, eh ben, c'est le scoring. Donc, par exemple, prenez des produits financiers, les versements automatiques d'épargne. Les banques adorent quand vous avez un versement automatique sur un compte épargne. Le fait que vous allez rechercher tous les 6 mois sur votre compte épargne quelques milliers d'euros pour payer quelque chose, c'est moins grave. Mais s'ils voient que tous les mois, vous arrivez à prendre 250 euros et les mettre sur votre compte épargne, eux, ils comprennent que vous savez rembourser 250 euros par mois. Et 250 euros sur un crédit de 20 ans, c'est 50 000 euros. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à vous payer 50 000 euros parce que vous avez épargné 250 euros tous les mois. Important. Et les garanties, notissements, les cautions, les assurances, enfin voilà. Tout ça, on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui d'aller beaucoup plus en détail. On vous l'a promis, donc je vais repasser la parole à Dany parce qu'il va vous parler un petit peu justement d'une chose qui vous intéresse beaucoup, c'est le financement à plus de 100%. À toi, Dany. Merci Stéphane, j'espère que la connexion est mieux ici. Il se peut que vous n'ayez pas tout compris, en fait, ces paramètres-là, le DTI, Debt to Income, Loan to Value, la quotité, tout ça. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous pouvez quand même aller prendre un crédit à la banque sans maîtriser tous ces paramètres. Mais plus vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, plus ça vous permettra un peu de jouer avec vos crédits et faire le bon choix quand vous faites des crédits. Mais il faut tenir compte que à chaque fois que j'achète un bien, si je l'expertise et il est expertisé plus cher que ce que je l'ai acheté, c'est un très bon signe. Et deuxièmement, c'est le taux d'euro et vous avez des crédits de 1 500 euros, vous êtes endetté à peu près, vous payez des crédits de 1 500 euros et vous avez un salaire de 3 000, vous avez un taux d'endettement de 50% à peu près. Il faut savoir que la durée, soit vous rachetez des crédits, donc vous jouez sur les durées pour payer moins que 1 500 et améliorer vos taux d'endettement, ou parfois, peut-être c'est le moment de vous débarrasser d'un bien immobilier pour vous éliminer cet endettement-là et ça vous permettra encore de faire d'autres crédits au fur et à mesure. Je vois beaucoup de questions sur le chat, on va répondre à toutes vos questions, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas terminé. Vous pouvez toujours avoir du 115% aujourd'hui, vous pouvez toujours vous endetter sans mettre 1 euro de votre poche. Lors du séminaire, on va aborder les 6 possibilités d'avoir un financement de 115%. On ne va pas les parcourir pendant cette conférence, mais peut-être je vais vous parler de 2 paramètres. Le premier, par exemple, le nantissement. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais il y a beaucoup de banques qui adorent ce qu'on appelle le nantissement. Ça veut dire, au lieu de mettre 20% d'apport sur la table et avoir un financement de 80%, donc quotité de financement 80%, là, vous dites, OK, je place de l'argent à la banque pendant 1, 2, 3, 4 ans et vous me financez 100%. Et quand j'aurai remboursé, par exemple, la quantité d'argent que j'ai mis à côté à la banque comme nantissement, la banque va vous rembourser ce nantissement-là, que vous pouvez l'utiliser comme un autre apport pour un autre bien. Donc ça, c'est très important. Peu de gens connaissent ce nantissement dont je vous parlais. Donc, vous pouvez quand même avoir des financements 115% si vous avez des nantissements à la banque. Et il y a également, si vous avez des entreprises, par exemple, je vous expliquerai pendant le séminaire comment sortir de votre entreprise pour l'utiliser comme apport en privé et ensuite comment faire en sorte pour la rembourser. OK ? Il y a également énormément de paramètres, je veux dire, pour avoir des financements 115%. Je veux dire, Stéphane, il est spécialiste dans la matière. Il va vous expliquer également comment il a fait, même en société, du 100% plutôt. Ouais. Comme Donc Daniel voilà, a dit, sachez que… pour savoir, c'est en mars.
mon premier investissement en société. Ma société était toute neuve, elle n'avait pas un an, il n'y a pas un bilan, il n'y a rien dedans. J'ai eu un prêt à 109%, 109, pas 115, 109%, avec uniquement le bien en garantie et aucune autre garantie. Vous voyez, il y a encore moyen. C'était en mars. Donc, j'ai signé un prêt, je vous dis même, c'était chez Belfus, à 109% avec uniquement le bien en garantie. Point. Vous voyez, il y a vraiment encore moyen d'avoir plus de 100%. Et si en plus vous appliquez tout ça, ben, bien sûr, vous pouvez en tirer plus, quoi. Voilà. Désolé, Dani, je te laisse continuer. Non, non, avec une société qui avait zéro. Renault, la société elle avait vraiment zéro, elle était toute neuve. Bon, il faut savoir, même si même s'il ferme un peu les robinets, vous pouvez, ce qu'on appelle une affectation hypothécaire, utiliser le premier bien comme garantie pour ne pas mettre 1 € de votre poche et avoir du 115%. C'est quand même encore, il y a quelques banques qui le font, les grosses banques, par exemple ING, BNP, Belfius et KBC, type Crefina, type Record, type AXA, PV, AG, tous ces banques-là peuvent vous emprunter jusqu'à 115. De passe. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails, je veux dire, pour faire un crédit à la banque. C'est comme votre voiture, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails, comment ça fonctionne à l'intérieur, mais il suffit juste de savoir la conduire. Et c'est exactement pareil pour le financement bancaire. C'est ce qu'on va passer 2 heures peut-être pendant le séminaire pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut dire, comment monter un dossier financier d'une manière à éviter les refus à la banque. Qu'est-ce qu'il faut dire devant le banquier, comment présenter votre projet d'une manière à que vous ayez ces 30% subjectifs. Et si vous faites attention à ne pensez pas inutilement et votre reste à vivre, il est toujours positif, là, vous avez presque vraiment gagné. Il suffit juste de mettre le bien en garantie et mandat hypothécaire et il suffit d'avoir 51% pour la banque et elle vous prête de l'argent. On n'a pas besoin de connaître comment ça se passe. On les invite à manger. On a des amis courtiers qui nous expliquent comment monter un dossier. Et tout ça, on va partager ça avec vous pendant le séminaire de 2 jours. C'est un séminaire qu'on a organisé en novembre l'année dernière avec Stéphane. On a eu une centaine de personnes, mais l'année dernière, on l'a fait plutôt en ligne. Cette fois-ci, on va le faire le 16 et le 17 octobre en live. Et ça sera pour 30 places seulement. Donc, on sera à Bruxelles, 30 places, où nous allons passer à travers donc, nous allons aborder 16 modules sur comment investir dans l'immobilier et avoir des revenus passifs. Par exemple, ouais, ça avance pas très, très bien chez moi. Good. En effet, ça bug un peu, on t'entend aussi en très saccadé. OK, good. Bon, la nouveauté par rapport au premier séminaire, c'est qu'on va parler un petit peu de la sous-location. C'est un nouveau module qu'on va aborder. Et d'ailleurs, Ok, Dani, t'es encore frisé, Dani. Je vais reprendre la main. Voilà. pour les personnes… OK, vas-y. Ouais, je suis désolé, Dani, mais on t'entend vraiment saccadé. Voilà, donc, comme Dani me disait, on a rajouté du contenu en plus qui est sur la sous-location. Dani a tout plein de super informations sur la sous-location et moi aussi j'en fais. C'est une chose aussi que vous devez comprendre. On, on ne vous parle que de choses qu'on a déjà faites. Qu'on a déjà fait, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique aussi. Donc la sous-location, moi j'étais contre le fait de la mettre la dernière fois parce qu'il y a un an, je n'avais pas encore fait de sous-location. Bien entendu, je connaissais tous les trucs autour de la sous-location, mais je n'en avais pas encore fait ici. Aussi bien Dani et moi, on en a tous les deux fait, lui en société, moi en personne privée. Donc
on va vous parler de la sous-location. Et Dany a aussi une société de conciergerie en Airbnb, donc c'est un domaine qu'il connaît super bien. Donc, et que maintenant, on est justement dans une période post-Covid, vous allez voir, on va vous en reparler encore la semaine prochaine, on vous en a déjà parlé la semaine dernière. Ça reprend. L'Airbnb reprend et donc on va vous parler de l'Airbnb, on va vous parler de tout ce que vous pouvez faire maintenant si vous avez envie de justement d'aller chercher ce marché qui va reprendre, où il va vraiment y avoir moyen de faire énormément là-dedans. Tout le reste du séminaire, écoutez, c'est simple. Il y a trop pour 2 jours. Donc, on va très certainement voir en fonction des 30 personnes qui sont sur place sur quoi on va plus vite. Parce que le but, on va vous donner vraiment tout ça. Donc, tous ces 16 modules. On va enchaîner sur les stratégies d'investissement. On va parler du financement bancaire. On va parler de travaux. On va parler d'optimisation. On va vraiment essayer de faire de A à Z, un séminaire complet de A à Z. Vous donner tout le contenu. Vous allez vraiment avoir tout le contenu. Mais le gros avantage aussi, comme on l'a dit avec Denis, ce sera en présentiel, uniquement 30 personnes. Donc, c'est quasiment un mastermind qu'on va vous offrir, qu'on va vous proposer. Et donc, une chose aussi, c'est, oups, je vais dans le mauvais sens, voilà. Une chose aussi à comprendre, c'est que pourquoi ce séminaire, le but pour nous, c'est que vous passiez à l'action. Le but, c'est pas que les 30 personnes qui sont là nous disent ouais, génial, on a eu du beau contenu, c'était super sympa, et puis il n'y a personne qui passe à l'action. Donc, le but, c'est que vous passiez à l'action. Ok, on va vous offrir un contenu intense. On va vraiment. Le but, c'est que vous appreniez. Ceux qui arrivent au séminaire avec zéro connaissance en immobilier, on va faire de A à Z. Il y a des moments, ça va être rapide, c'est sûr. Et si vous venez avec déjà des connaissances, si vous êtes déjà investisseur, vous allez voir, vous allez partager nos expériences, partager les expériences dans la salle. Et donc, vous allez pouvoir rafraîchir vos connaissances sur l'immobilier, poser des questions, comprendre des stratégies différentes que vous n'utilisez peut-être pas. Bref, que vous arriviez avec des connaissances ou pas, j'espère que vous allez tous en ressortir avec un contenu neuf, avec énormément d'intensité dans le contenu. Et le but, c'est encore une fois, c'est que vous maîtrisiez aussi toutes les bases du financement pour pouvoir booster vos projets. Et enfin, comme cette fois-ci, c'est en présentiel, le but du jeu, c'est qu'on va faire des grandes pauses, on va faire des pauses networking, on va tous manger ensemble. Donc le séminaire, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est en présentiel à Bruxelles et le repas est prévu, il est compris. Okay, voilà. Donc il y aura vraiment cette partie networking pour créer votre réseau, pour rencontrer des gens. Voilà, donc on est entre un séminaire et un mastermind, on est entre les deux, donc c'est vraiment super intéressant pour vous. Et alors maintenant, la petite pépite, le petit cadeau. Et bien, on a décidé qu'on voulait le faire absolument à un prix qui était abordable pour tout le monde. Voilà. Donc, on l'a mis uniquement, il n'y a que 30 places, et on l'a mis à 397 euros hors TVA, donc moins de 400 euros hors TVA pour un week-end complet. Réfléchissez en plus, vous avez le repas sur place. Ceux qui sont venus à la soirée VIP de notre premier séminaire savent que ben voilà, Dany a de très bonnes connaissances dans certains restaurants. On va être servi, je suppose encore avec le même restaurant, c'était très très bon. Mais bon, voilà, pour ce prix-là, vous avez 2 jours complets de séminaire. Vous pouvez regarder partout dans nos concurrents. C'est pas du tout à ce prix-là qu'on offre des séminaires de 2 jours et des masterminds de 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment, on a vraiment envie de faire plaisir à 30 personnes. Et donc, ben voilà, si vous êtes intéressé, allez directement sur le site imostar/bon de commande séminaire. Vous remplissez le bon de commande. Tout de suite, on va vous demander un petit paiement de 97 euros pour bloquer votre place. Et après, on vous enverra le paiement complet. Dans l'email, vous allez recevoir aussi le lien pour le paiement complet si vous voulez payer complètement directement aussi. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Dany? Ah, le lien. Merci. Merci d'avoir mis dans le chat. Moi, je propose maintenant, c'est de repasser sur le chat et de voir vos questions. Mais vas-y, Dany. Vas-y. Super, Stéphane. Je pense que tu as bien résumé donc, le séminaire. C'est un petit investissement. C'est le moment, guys. L'hyperinflation est là. Vous devez surfer sur la vague. Vous devez vous endetter pour acheter des vrais actifs. Les vrais actifs qui génèrent des revenus passifs c'est l'immobilier. Okay, j'ai vu ici quel est l'horaire. Les gens demandent l'horaire pour le séminaire. C'est du 9h30 jusqu'à 19h.
Et puis après, le samedi soir, on reste un peu plus tard avec les motivés pour répondre à toutes vos questions. De toute façon, au fur et à mesure, on va répondre à toutes les questions. Il y a des personnes qui posent, qui demandent si on va aborder les avantages et inconvénients d'investir en personne physique ou en société. C'est un module à part, très, très, très complet à ce niveau-là. On va expliquer le point de vue de Stéphane, le point de vue de Dany. On va vous donner des conclusions en fonction de votre niveau, où est-ce que vous êtes. Vous allez savoir s'il faut plutôt commencer par l'investissement en privé ou en société au début, et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite si vous avez envie de faire une carrière dans l'investissement immobilier. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir une facture. Je vois quelqu'un qui pose la question pour la facture. Yes. Ok, bah, je pense qu'on a bien, bon, à part la connexion Internet qui m'a lâché aujourd'hui, peut-être on va parcourir les questions, Stéphane, Oui, depuis le je vais début. faire ça. Je vais Je faire pose. ça. Alors, je commence. Donc, j'espère que j'ai répondu à la personne qui posait des questions sur le mandat. Voilà. Ensuite, on avait une question sur. Je suis en train de regarder. Alors, voilà, on a répondu à la question sur la BNB, les crédits et les quotités. Donc, encore une fois, on vous a tout expliqué en détail. Suppression des mandats hypothécaires, on en a parlé. Ah oui, voilà, on parlait de ça. Donc en 2022, on demandera systématiquement une vérification de l'expert de la banque. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je n'ai fait aucun crédit sans expertise. Pourquoi? Parce que je ramène la loan to value. Généralement, je viens déjà avec l'expertise lors de la demande de crédit parfois. Vous allez rire, mais c'est comme ça. Le crédit que j'ai eu à 109% chez Belfius, je suis allé avec l'expert, avec le rapport d'expertise, demander mon prêt. Donc, j'ai justifié ma demande en fonction du rapport d'expertise. Donc, je n'ai travaillé que sur la loan to value et pas sur, le prix, quoi, finalement. Parce que j'avais le rapport d'expertise. C'est pas du blabla, c'est du concret. Donc, c'est important de comprendre ça quand vous allez bien, et on va vous apprendre à le faire. On va vous apprendre à aller bien préparer à la banque, aller avec un bon dossier bancaire, parce que le but, c'est d'aider le banquier. C'est pas du tout de lui montrer que vous connaissez plus que lui, c'est d'aller et de dire, monsieur le banquier, moi, je veux que vous m'aidiez parce que j'ai besoin de sous pour avoir un crédit. Mais voilà, je vais vous aider à faire en sorte que ce soit facile pour vous d'aller au siège. Si vous demandez un crédit qui peut être accepté directement par votre banquier, c'est que vous n'avez pas les dents assez longues, hein, les gars. Un crédit d'investissement que nous, on demande, c'est toujours, il n'y a que le siège qui peut dire oui. Parce qu'on demande des quotités énormes, on demande le plus possible finalement. Parce que plus vous allez recevoir, mieux c'est. Et donc, généralement, qu'est-ce que vous devez savoir que la personne qui est en face de vous va devoir défendre votre dossier au siège. Donc, vous allez leur donner, on va vous apprendre vraiment à venir avec le dossier dont lui a besoin pour défendre votre dossier au siège. Bon, voilà. Donc, les experts, c'est très bien. Non, l'expert ne sera pas obligatoire. La banque sera obligée d'avoir une valorisation du bien, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir travailler soit avec les experts, soit avec des grilles, des tableaux de valeur, s'ils ont assez de biens similaires dans leur tableau. Donc, vous allez acheter une maison, 2 chambres à Charleroi. S'ils ont déjà le prix de 20 maisons, 2 chambres à Charleroi qui se sont vendues dans l'année, mais ils peuvent dire, voilà, elle vaut plus ou moins la même chose que les autres. Ils peuvent faire ça. Ils ne sont pas obligés d'envoyer l'expert à chaque fois. Après, bien entendu, pour se protéger, ils vont envoyer l'expert. Et si vous venez avec un bon crédit d'investissement, ben, très certainement, ça passera par l'expert parce que vous allez demander plus que leur grille ne leur permettrait, quoi. Donc, c'est à vous aussi à amener une expertise. Voilà. On en parlera un peu plus dans le séminaire. Voilà. Alors, les résidences secondaires passeront à 12,5 en Flandre. En effet, c'est vrai, en Flandre, ils font les premières résidences vont être moins chères et par contre, le pourcentage passe de 10 à 12,5 pour. Ils étaient à 10 en France pour tout le monde. Maintenant, ils vont descendre pour les résidences, les RP et ils vont monter à 12,5 comme en Wallonie pour l'investissement. Voilà. Voilà. L'apport minimum dont on a besoin sur un bien sur Liège, oui, c'est encore possible de faire des financements à 100%. Voilà. Et tout dépend de votre dossier, de comment vous le présentez, du bien que vous allez présenter à la banque. Alors, je regarde un peu. Question pour plus tard. AXA.
Par exemple, AXA ne prend pas en considération les revenus de coloc. C'est faux. Ils les prennent à 70%. En tout cas, moi, j'ai fait un crédit chez AXA, bon, je n'ai pas pris chez AXA pour d'autres raisons, mais on a valorisé mes revenus de coloc à 70%, sans aucun problème chez AXA. Après, il y a une différence entre revenus existants et revenus projetés. Hein, mais bon, voilà. Ils les valorisent, je crois, à 60% s'ils sont projetés. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. La bonne période de quota dans le crédit, ça dépend des banques. Ça dépend des banques. ING, c'est plutôt début d'année, parfois en fin d'année, s'ils n'ont pas fait leur quota. Ça dépend des banques et ça dépend de quand ils font ça. Mon banquier m'a dit que sa banque n'accepte plus de prendre les briques que je possède déjà en compte dans le calcul des quotités. Augmenter le montant prêté. Alors, il faut voir plusieurs banquiers. Donc, la conclusion du financement bancaire, c'est quand j'ai une offre contresignée, je commence à me diriger envers 8 à 10 banquiers minimum ou courtiers de crédit pour financer mon bien. Et ne vous inquiétez pas, sur les 7, 8, 9, 10 que vous allez voir, il y aura toujours quelqu'un qui a son robinet qui est un peu plus ouvert. Le quota n'est pas encore atteint. Okay. Il faut savoir que pendant la période Covid, il y a eu plein de gens qui ont eu peur et qui ont sorti tout leur argent de la banque pour le mettre, qui mettent 50% de quotité pour acheter un bien immobilier, ce qui est une erreur selon nous. C'est ça qui a fait que voilà, beaucoup de banquiers ont atteint leur quota beaucoup plus rapidement en début d'année. C'est pour cette raison, il y a eu pas mal de refus pendant cette période, parce qu'il y a énormément de demandes. Et évidemment, si vous venez à la banque, vous lui dites, écoutez, je vais mettre 50% d'apport, et il y a un autre qui vient, il dit, je vais mettre que 20% d'apport, bah, évidemment, le gars qui a mis 50% d'apport, il a plus favorisé que les autres. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. À partir de maintenant, c'est revenu un peu à la normale. Le prix de l'immobilier également a stagné. On va voir ce que ça donne sur du long terme. Cyril, il pose la question, mon banquier m'a dit que sa banque n'accepte plus de prendre les briques que je possède déjà en compte dans le calcul de quotité LTV. Tiens, Stéphane, tu sais répondre à ça, s'il te plaît? Oui, bon, ça, encore une fois, ça peut être vrai pour ta banque. Ça peut être vrai pour ta banque. Ils ont décidé que c'est comme ça. Mais généralement, c'est étonnant parce que si tu as de la valeur qui est là, surtout expertisée, eh ben, il n'y a pas de raison. Mais peut-être en effet que ta banque, à toi, a décidé que c'était comme ça. Ça peut même être ta banque dans le sens, on va prendre, je suis chez ING par exemple, ça peut pas être ING en général, hein, ça peut être ING Charleroi. Hein. Ça peut être, voilà, ils ont décidé qu'ils voulaient pas se casser la tête à monter le dossier. Après, Daniel a dit, toujours aller en voir plusieurs. Les banques ont différents critères. Il faut voir plusieurs banques. Voilà, point. Donc voilà, et oui, c'est toujours possible. Moi, c'est comme ça que je marche. Surtout chez ING. Chez ING, c'est mon patrimoine immobilier et est toujours pris en considération de. Maintenant, ING, ils ont changé leurs règles en mai. Je crois que j'ai fait un prêt en mars, puis j'en ai fait un en juin. Et en juin, les règles avaient changé. Et en juin, en personne privée, j'ai pas pu avoir un prêt uniquement avec un mandat. Donc, j'ai eu des prêts à, je sais pas juste pour vous donner un exemple, j'ai eu un prêt pour la dernière colocation que j'ai faite, bon, ça fait déjà un an et demi là. J'ai eu un prêt à 100% sans hypothèque, avec uniquement un mandat hypothécaire, parce que j'ai utilisé les biens que j'avais déjà en garantie chez ING. Donc, tu vois, il faut voir plusieurs banquiers, il faut voir plusieurs banquiers, et un autre banquier sera peut-être super intéressé de racheter tous tes crédits pour avoir les hypothèques sur tous tes biens et t'offrir beaucoup plus, quoi. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc les crédits professionnels entreprises, les règles sont plus ou moins les mêmes. Les bases sont les mêmes. On verra exactement la différence entre les deux au séminaire si tu es intéressé, Martine. J'ai vu plus tard que tu ne sais pas venir ce week-end-ci. Ben, oui, bien entendu, j'espère qu'on en refera. Voilà, on en refera et peut-être qu'un jour on fera un webinaire. On en avait fait un à l'époque, on en fera peut-être un webinaire que là-dessus plus tard dans l'année. Le reste à vie, c'est subjectif. Oui, c'est subjectif aussi pour toi, en fait, Renaud. Le reste à vie, généralement, à la banque, c'est pas très subjectif. Ils ont des tables.
dans ta situation, c'est autant reste à vivre. Toi, tu trouves que c'est subjectif. Lui, c'est très objectif, hein. Il a un montant écrit sur un papier, quoi. Point. Il s'en fiche de savoir ce que toi t'en penses. C'est très objectif pour lui. Ils ont des tables. Le reste à vivre, ça doit être au minimum autant. Tu es au-dessus ou tu es en dessous. Eux, c'est très objectif. C'est toi qui te dis, oui, mais moi, avec ce montant-là, je peux vivre. Moi, avec ce montant-là, je peux faire quelque chose. C'est subjectif de ton côté. La banque, c'est pas subjectif, le reste à vivre. C'est un paramètre qui est dans un fichier et c'est tout. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre question? Oui, bien sûr, Sandra, il reste des places. Cyril, AXA me refuse 85%. Ben voilà, écoute, va voir d'autres banques déjà. Peut-être demande à AXA pourquoi. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui bloque et peut-être qu'il dit, ouais, on ne le prend pas comme ça. Mais la question, c'est autrement qu'il faut la poser. C'est pas lui dire pourquoi tu me dis non, c'est OK, tu me dis non. Est-ce que je peux comprendre ton non et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à me dire oui? C'est comme ça qu'on va voir les banquiers. Alors, dans le cas de plusieurs biens, parlez-vous également des avantages et inconvénients d'investir en personne physique en société? Oui. On l'a dit, Antoine. Voilà, Antoine, on en parlera beaucoup plus dans le séminaire. L'horaire, on les a donnés. Donc, l'horaire 9h30 du matin, petit déjeuner, on discute un peu et puis on est parti et ce sera intense toute la journée. Si vous venez au séminaire, ne faites pas la bringue le vendredi. Venez reposer, venez avec l'esprit ouvert, venez prêt parce qu'on va vous donner tellement, il faut que vous soyez prêt à le recevoir, hein. Pour ton crédit, non. Nathalie, tu poses la question. Mon crédit à 109%, je n'ai mis que ce bien-là en garantie, rien d'autre. Est-ce que toutes. Ah, ça, c'est une bonne question, Cyril. Est-ce que toutes les Ont la agences, même les mêmes stratégie banques. d'analyse. Oui et non. Non, dans le sens où le banquier va décider, et ça c'est, tu te rappelles, la partie subjective. La partie subjective, elle dépend de l'agence. Le banquier va décider s'il trouve que ton dossier vaut la peine de remonter au siège. Et ton banquier avec lequel tu discutes, c'est lui qui va monter le dossier pour le monter au siège. Et donc, c'est lui qui va mettre en avant certains paramètres de ton dossier par rapport à d'autres. Et donc, même si c'est le même siège qui va évaluer ensuite ton dossier, comme il peut être présenté de deux manières totalement différentes en fonction de deux agences totalement différentes, il pourrait être accepté via une branche et pas via l'autre, tu vois. Donc, ça reste différent. Parler à deux agences différentes de la même banque, c'est deux agences différentes de la même banque. Renaud Voilà. demande, Dani, moi j'ai toujours essayé de devancer et d'avoir un retour bancaire avant visite, car ça va trop vite à Bruxelles, les agences privilégient les offres sans clause. Il faut savoir que si vous allez jouer avec des biens immobiliers en dessous de 300 000 euros, oui, ça peut partir vite. Mais au-delà de 300 000, ce n'est pas n'importe qui peut investir. Et là, ne vous inquiétez pas, en fait, toutes les offres que j'ai faites, je mets toujours une clause suspensive d'obtention de crédit et ça passe. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et puis, imagine, avant de voir chaque bien, avant de faire une offre avant chaque bien, tu dois aller voir monter un dossier à la banque et attendre 2, 3, 4 semaines parfois en ce moment pour qu'ils te disent oui, tu as un accord favorable pour faire l'offre, tu l'as déjà perdu. En fait, vaut mieux toujours faire l'offre d'abord, ensuite, tu vas voir les banquiers. Et tu mets toujours une clause suspensive d'obtention de crédit si tu es débutant, évidemment. DH, il dit, j'ai demandé chez ING il y a 3 semaines, ils m'ont dit qu'ils ne prenaient plus de biens en garantie autre que celui sur lequel porte l'achat. Ça, c'est faux, DH. Ça, c'est faux. Bah, c'est faux. On l'a fait, j'ai eu un accord de crédit il y a une semaine. Ils prennent toujours d'autres biens en garantie. Par contre, il y a des banques qui n'aiment pas, par exemple, racheter les crédits des autres banques pour les mettre dans, tu vois. Mais si tu vas dans des petites banques, ils n'ont aucun souci de racheter peut-être le crédit que tu as chez ING pour faire une hypothèque sur les deux biens que tu achètes. Okay, donc, c'est pour ça, si une banque vous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale. Je vous ai dit, il faut aller voir une dizaine de banques et il faut voir, comme il a expliqué Stéphane, laquelle on rentre dans le cadre vert. Peut-être on est orange dans une banque et vert dans une autre, jaune dans une troisième.
il faut aller voir plusieurs banquiers en fonction de celui qui a son robinet ouvert ou qui cherche un profil comme le nôtre, va accepter notre crédit. Même style de question pour Didier. Mais écoute, Didier, que faire des queues d'emprunt, plusieurs emprunts? Écoute, ta question elle est un peu compliquée dans le sens où ça dépend beaucoup des gens. Ça dépend beaucoup des banques chez qui tu es et de ta situation à toi. Mais je te propose une chose, Didier. Dany, tu m'arrêtes si je m'avance un peu, mais comme on va de toute façon parler d'emprunt, comme on va de toute façon parler au séminaire énormément du financement, si tu veux, Didier, si tu viens au séminaire, tu nous donnes ta situation exacte et si tu es OK avec le fait qu'on partage devant 30 personnes, ça reste confidentiel, hein, on est entre nous, eh bien, on te fait directement une étude de ton cas à toi comme exemple, quoi. On fait ça comme exercice avec tout le monde. Donc voilà, ça c'est une idée si tu veux venir au séminaire, parce que répondre comme ça sans avoir les chiffres, sans avoir rien, Oui, parce que ce serait une réponse dans l'eau, quoi. ça dépend aussi de ton objectif, Didier. Si toi, par exemple, tu as besoin absolument d'un cash flow énorme maintenant pour investir dans d'autres biens ou parce que tu as besoin d'acheter quelque chose à côté, bah, il faut faire quelque chose. Si tu n'as pas besoin de cash flow énorme, et il faut faire autre chose. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Mais ça, avec plaisir pour le faire en live si tu le souhaites. D'ailleurs, tu peux, tu peux poser toutes tes questions pendant le séminaire, pendant les pauses et la soirée. Qu'est-ce qui est pris en compte dans le taux d'endettement? Le reste à vivre ou le taux d'endettement? Merci. En fait, le taux d'endettement, c'est très simple. C'est, imagine, tu as un salaire de 3 000 euros plus tes entrées de loyer, supposons c'est 3 000. Si tu rembourses 1 500 euros à la banque, avec plusieurs crédits, bah, tu fais la somme de tous tes crédits, bah, tu rembourses 1 500, bah, tu as un taux d'endettement 50% sur ton salaire. Et ça, c'est quelque chose à ne pas dépasser. Les banques n'aiment pas que ça dépasse énormément. Mais vous, ça va à chaque fois s'améliorer parce que quand vous achetez un bien, il a des loyers en plus. Ces loyers vont être considérés dans votre salaire et ça va améliorer votre taux d'endettement. Donc, c'est ta question par rapport au taux d'endettement. Alors, Comment accéder au séminaire précédent que je l'ai pris? Écoute, Hervé, tu vas soit sur la page Facebook de Dany, The Mind, ou tu vas sur la mienne, ImoStart, et on a mis les replays du séminaire de la semaine dernière, du webinaire de la semaine dernière. Voilà. Après le séminaire, on fera peut-être un replay. Oui. On ne sait pas encore, on est en train de discuter avec Dany si on offrira peut-être un replay online payant aux gens qui n'ont pas pu venir au séminaire, il n'y a que 30 places selon la demande. Mais voilà, si jamais tu ne viens pas au séminaire et que tu es intéressé par le replay, contacte-nous après. On fera peut-être une offre pour ceux qui n'ont pas pu avoir une des 30 places où ils ont le replay à un prix beaucoup plus abordable, bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, Ou tout simplement nous envoyer un simple email sur l'écran qui s'affiche, nos mails s'affichent sur l'écran et on t'enverra le lien. Il faut savoir qu'une dizaine pour le moment sur une trentaine. Soyez réactifs. 2 jours où on va parler vraiment immobilier. Il y a un nouveau module qui est la sous-location. Si vous appliquez juste, écoutez, vous n'avez pas envie d'avoir un financement bancaire, vous louez une maison, vous la sous-louez en colocation en Airbnb, ça vous fait 1 000, 1 500 euros de revenus passifs sans passer par un crédit. Vous payez juste 2 mois de garantie. On va vous expliquer comment faire ce genre de choses si, par exemple, absolument, dans mon cas, je ne peux pas avoir accès au financement bancaire. Par exemple, Pascal ici dit, étant avec la pension de survie, peut-on avoir la chance d'acceptation pour 25 ans? Ben, Pascal, ça dépend de ton âge, ça dépend ton reste à vivre, ça dépend si tu as d'autres crédits en cours et ton taux d'endettement est dépassé. Si ce n'est pas sur 25 ans, ben, tu peux aller peut-être parfois sur 15 ans, sur 17 ans. Il y a des banques, même pour les seniors, ils peuvent prêter jusqu'à 20-25 ans également. On pourra partager tout ça avec vous pendant le séminaire. et le séminaire, c'est samedi, dimanche. Donc, je sais pas, je vois qu'il y a Didier qui parle de congé. Donc, c'est vraiment samedi et dimanche le séminaire, justement pour ne pas prendre sur votre semaine de travail. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui travaillent le samedi ou qui travaillent le dimanche.
Voilà. DH, ton second bien chez ING qui est payé à 100%, est libre d'hypothèque et ils ne veulent pas en prendre compte. Honnêtement, je ne te dis pas change de banque, parce que ING les prennent en compte, mais change peut-être de banquier ou d'interlocuteur dans ta banque. Parce que c'est clairement une chose qu'ils prennent en compte. Je vais me permettre de donner le micro. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui levait la main. Voilà, la personne qui lève la main. Je te donne le micro si tu veux poser ta question. Sinon, pendant ce temps-là, les banques acceptent-elles des hypothèques de troisième rang sur des biens entièrement payés? Alors, là, il y a déjà un truc que je ne comprends pas trop. Si est entièrement payé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hypothèque dessus. Donc, ça devient une hypothèque de premier rang, vu que les autres, elles sont effacées. Euh, Est-ce que tu sais... Euh, Bon, je vais si, expliquer en l'hypothèque, fait, ce que c'est. j'ai compris ça. Non, mais Stéphane, parfois, on peut rembourser complètement le crédit, mais l'hypothèque reste normalement 31 ans. Donc, on peut avoir toujours, il peut rembourser la totalité du crédit, mais l'hypothèque reste sur la maison. En fait, les banques n'aiment pas faire des deuxième, troisième rangs, des choses comme ça, mais il y a des banques aussi que ça ne leur dérange pas du tout, quoi. Tant qu'il y a assez de marge, par exemple, tu expertises ton bien qui a été complètement remboursé, il est expertisé à 350 000, disons aujourd'hui, à 360 000. Et puis, il y a une hypothèque de rang 1, peut-être d'une autre banque dessus. Euh, il y a une hypothèque de rang 2 d'une deuxième banque. Rien ne t'empêche, si ça laisse de la marge, de ramener une troisième banque qui se positionne et prenne également une hypothèque pour te prêter de l'argent également à côté. C'est possible, mais les grandes banques n'aiment pas trop ça. Par exemple, ING, BNP, Belfius et KBC n'aiment pas trop ça. Mais les petites banques aiment bien ce genre de choses. Et Record, ils aiment bien prendre des hypothèques de deuxième ou troisième rang. Record, oui. Sagicar à Outlook, donc on t'a donné la parole. Si tu veux, tu peux poser ta question. Sagicar, c'est Giovanni. Ok, good, good. Sinon, je ne sais pas toi si tu as reçu peut-être une ou deux questions en direct d'Annie qui n'ont pas été posées à tout le monde. Moi, je n'ai plus rien dans le chat comme nouvelle question. Ok, super. Oui, il y a Pascal qui a posé la question pour la partie pension. Est-ce qu'il peut faire un crédit sur 25 ans? Ça, on a répondu. Yes, c'est Giovanni, ça confirme, ça Jicard. Salut Giovanni, ça fait longtemps. Good, bah, super, je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. Euh, Renaud, il dit en tout cas plein de bonnes infos. Merci à vous. J'espère aller compliqué au premier abord. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, moi, quand j'ai appris l'investissement immobilier, je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien du tout. Qu'est-ce que c'est LTV? Qu'est-ce que c'est DTI? Qu'est-ce que c'est que ces paramètres, quotité et tout? Je ne comprenais rien du tout. Et jusqu'à maintenant, je ne maîtrise pas tout ça vraiment à la lettre. Je fais une offre, elle est acceptée avec une discipline, un pighead discipline, on appelle ça. J'y vais voir une dizaine de banquiers. J'ai eu 5 refus sur mon dernier crédit et ce lundi-là, j'ai eu sur les 10 banques sollicitées, 2 qui m'ont donné un accord de crédit. Donc voilà, c'est comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai d'autres biens en garantie, j'ai parfois des refus parce que il faut savoir aussi que quand le dossier devient de plus en plus complexe, ça veut dire il y a des infractions urbanistiques, euh, il y a des arrêtés d'insalubrité, il y a des choses un peu complexes. Là, la partie subjective joue énormément. Ça veut dire, dans la façon dont vous allez présenter le projet, vous allez expliquer, voici l'infraction qu'il y a dans les renseignements urbanistiques et qu'est-ce que je vais faire, par exemple, pour faire sauter cette infraction, régulariser ou la faire sauter ou revenir comme si c'était initialement. Donc, mieux on présente notre dossier. C'est ce qu'on va vous expliquer pendant le séminaire de 2 jours, comment présenter un dossier. On va vous donner 1, 2 dossiers types et on va vous dire, allez, comment le présenter au mieux.
ça serait intéressant de voir un peu comment on présente le dossier devant le banquier, quels sont les mots à dire, les mots à ne pas dire pour que vous ayez facilement des accords de crédit. Mais attendez-vous à qu'il y ait toujours de refus. On aura toujours des refus, ça ne vient peut-être pas de chez nous, mais il y a des banques qui disent « Ah non, si tu ne mets pas 40% d'apport, ou 30% d'apport plus les frais de notaire, moi, voilà, c'est comme ça. Tu peux avoir le meilleur dossier au monde, tu peux avoir un très bon taux d'endettement, DTI, une bonne, un autre bien à mettre en garantie. C'est comme ça. Ils veulent que les gens mettent de l'apport. Ça dépend de la politique du banquier, mais ils doivent toujours faire une analyse de risque et c'est les pourcentages des quotas qui changent en fonction d'une banque. Donc, Stéphane, merci. Stéphane on vous enverra toutes les infos pour le séminaire de 16-17 octobre qui aura lieu à une trentaine. C'est une grande salle, on sera vraiment espacé. Et le samedi soir, si vous le souhaitez, on pourra aller manger un petit on pourra aller dans un resto juste à côté et échanger, masterminder ensemble. Et on est là pour répondre à toutes vos questions, Stéphane. Voilà, donc merci encore, Dani. Merci à vous tous d'être venus ce soir. J'espère en tout cas qu'on va vous voir au séminaire, qu'on va pouvoir échanger de visu, discuter ensemble. Et non, on parle de Covid Safe Ticket, mais malgré tout, on respectera les règles sanitaires, comme Dani l'a dit. Une des raisons pour lesquelles on a fait seulement à 30, c'est pas parce que la salle est petite, c'est parce que on veut justement respecter tout ça. Excusez-moi. Voilà. Ben, écoute, merci Adeline. J'espère qu'on te verra donc, le week-end du 16-17. Merci aussi Adeline est Sandra. inscrite pour le séminaire. Ah, cool, parfait. Merci Pamela. Super. Ok, très bien. Merci Stéphane, merci tout le monde et j'espère très bientôt sur le chemin de l'indépendance financière.